Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode très estival d'Une tasse de tech. On a des sujets chauds, c'est pour ça que je dis estival. Comme à chaque semaine, on a des bons sujets, mais là, ils sont une petite affaire plus élevée sur l'échelle des Kelvin. Je veux dire ça parce qu'on est vraiment des gens très axés sur les sciences et les technologies, donc on va y aller avec l'échelle la plus scientifique possible. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain. Puis il y a des gens qui vont dire c'est qui Kevin, puis qu'est-ce qu'il a fait? Kelvin. Si vous vous demandez c'est qui Kevin, vous n'êtes pas à la bonne place. Où aller le chercher. L'échelle Kelvin commence à 0. Sexe oral. Ça parle pas de Kelvin. D'ailleurs, c'est une nouvelle dont on ne va pas traiter parce que j'avais le rapport, puis je voulais pas aller là-dedans, mais j'ai eu un rapport sur les balados les plus populaires au Canada anglais, au Canada français, fait par une agence new-yorkaise, donc relativement détachée des plateformes, mais qui a comparé les nombreuses plateformes, y compris celle de Québécois, Cube, celle de Radio-Canada Audio et celle que nous on a, avec Cogeco et toutes les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que les balados d'information, comme celle que nous faisons en ce moment, nous, on est spécialisés quand même, mais les balados d'information, le Radio-Journal, des choses comme ça, Paul Arcand chez Cogeco, sont les plus populaires. Les gens au Québec écoutent des balados et aiment s'informer dans les balados. Plus que, par exemple, se divertir ou écouter des balados racoleuses sur des sujets salaces. Donc, premièrement, merci ceux qui nous écoutent et que c'est pour ça que vous nous écoutez, tant mieux. Et deuxièmement, c'est pour ça un peu aussi qu'on fait ça, c'est qu'on arrive au croisement de sujets assez spécialisés et d'une tendance quand même assez émergente. Donc, c'est un préambule improvisé. Je ne voulais pas vous en parler comme ça, mais ça a donné de même. Non, mais c'est parfait. C'est ça la beauté du podcast. On peut prendre le temps qu'il faut pour parler des sujets qui intéressent le public. On peut même vous le chanter. Ben oui. Tout le monde. Prendre le temps, tu vois, de vous informer grâce à nos commanditaires. Dans cet épisode, on va parler de clavardage pair à pair, on va parler de trottinette électrique, on va parler d'innover comme la STM, on va parler de X. Pas de 3X, on n'est pas à sexe oral. Juste un, c'est bien en masse. Ouais. On va parler d'un robot d'Open AI. Un robot d'intelligence artificielle open source. Désolé, je lis mes notes tout croche, trop d'émotion. Trottinette électrique et d'une génératrice solaire de secours. Oui. On salue nos partenaires TELUS et Plan Hub. Merci d'être là, TELUS. Merci d'être là, Plan Hub. Regardez ce qu'ils font. Plan Hub, si vous cherchez un forfait cellulaire, si vous cherchez... ils ont aussi SimBud, si vous allez en voyage, des SIM. Comparateur d'eSIM. Vous allez avoir des bonnes promotions là-dessus. Est-ce que je peux dire que TELUS commandite la coupe, ce qui était à l'époque la coupe des voltigeurs, la coupe des équipes de soccer professionnelles canadiennes, pan-canadiennes. Et grâce à TELUS, on a ce tournoi dans lequel on a pu voir la médiocrité du CF Montréal, pas plus tard qu'il y a 2 jours, se faire battre contre le Forge FC, qui est une très bonne équipe de Hamilton et qui a probablement une meilleure culture d'entreprise en ce moment que le CF. Ce sera la chronique sport de l'émission, mesdames et messieurs. Tu sais que je te suis sur Blue Sky, je te suis sur les réseaux sociaux et je sais quand il y a des matchs de soccer parce que tu commentes. Je veux dire ceci, j'ai un collègue, Jean-François, à la presse, Jean-François Théotonio, qui fait une super job de couvrir le soccer. Je me sens toujours mal de Blue Sky, d'écrire sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, mais moi, c'est plus comme un fan. Là. J'ai zéro volonté professionnelle là-dessus. Je sens tes émotions. Mais je piggyback, je m'accroche sur ce que Théo il écrit. Et j'ai des collègues aussi, Olivier à Radio-Canada, il y a des collègues qui font ça. C'est leur job, ils font très bien ça. Mais j'aimais, tu sais, au début de Twitter, quand ça a commencé, puis on était 18 sur Twitter, il y avait cet esprit de communauté sur des sujets relativement nichés. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse vraiment au soccer professionnel au Québec, mais c'est un truc, ou en tout cas au soccer de la MLS, je devrais dire. Mais... Encore une fois, c'était ça la beauté des réseaux sociaux, c'est que ça permettait d'aller chercher des communautés spécifiques, qui est des fois très, 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 très spécifiques. Tu as 20, 30, 40 personnes, mais peu importe l'intérêt que tu avais, tu trouvais sur Internet, tu trouvais sur les réseaux sociaux des pairs, tu trouvais des collègues, tu trouvais des gens qui partageaient les mêmes intérêts. Il y avait une expression pour ça, et l'expression a été reprise par nul autre qu'Elon Musk quand il a racheté Twitter pour que ça devienne X, et ça va nous mener à notre première nouvelle, mais lui parlait, et je parlais, et tout le monde parlait de cette place publique numérique qu'on voulait, une espèce d'agora où on se croise et des intérêts communs se convergent et on jase comme ça à brûle pour point de façon informelle. Ça a amené aux dérapes, aux dérives, aux digressions qu'on sait, n'est-ce pas? Exactement, la polarisation, les algorithmes, tout le reste. Et ça a amené, pas plus tard que la semaine dernière, en tout cas ces jours-ci, à la démission
de la PDG, de la grande patronne après Elon Musk, bien sûr, de X, Linda Yaccarino, qui a dit « Moi, c'est comme ça, je m'en vais ». Ce que ça signifie deux choses. Premièrement, Elon Musk devient PDG par intérim de X. M. Musk, qui veut revenir à la base de son travail, il s'était dit... Et ça, c'est un peu drôle, parce que je lisais l'information autour de cette nouvelle-là. Musk revient PDG par intérim de X. Qu'est-ce qui se passe? Tesla, en bourse, gagne 4%. Je comprends pas la logique de ça. Mais bon, bref. J'ai hâte de voir comment X va évoluer à partir de là. Madame Yaccarino, c'est une experte de médias numériques. Elle a travaillé chez Universal, NBC aux États-Unis avant. On verra bien où ça va l'amener, mais je suis pas inquiet pour elle. Je suis pas inquiet pour Elon Musk non plus. Je suis curieux de voir où ça en va X, qui a beaucoup de misère à signer des ententes publicitaires et à générer des revenus en ce moment. Son IA générative, Grok, a cette semaine décidé de prendre un virage antisémite intense. Donc, Grok a été désactivé pendant plus d'une journée suite à des changements d'algorithme imposés par M. Musk. C'est pas le fun. Je pense qu'il faut aller sur X avec des gants en caoutchouc épais là, c'est l'impression que ça donne. J'y vais plus et ça me décourage un peu. Et c'est pour ça que j'ai été surpris. J'ai appris par la bande la nouvelle que l'ancien, on retourne sur Twitter, le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a fait un petit projet de fin de semaine qui s'appelle BitChat. Et là, on combine Bitcoin, on a l'impression que c'est de la crypto-monnaie, mais non. C'est un protocole de communication décentralisé pair à pair qui permet de communiquer sans créer de compte, qui permet de se connecter par Bluetooth entre utilisateurs. Donc, c'est une portée limitée, ça. Ben oui. Et oui, ça va limiter la portée, mais moi, j'imaginais dans des événements techno, on va parler tantôt du Unpacked de Samsung, dans le CES, dans des stades. Quand tu regardes un match de soccer, tu as des milliers de gens qui sont dans le même, tout le monde qui utilise la messagerie. Puis là, tu essaies de texter à ton ami pour lui dire « Hey, t'es où? T'es dans quelle rangée? » Puis tu ne réussis pas à le joindre. Ce protocole-là pourrait être assez extraordinaire aussi en cas de catastrophe. Si tu as plein de gens, s'il y a une panne des réseaux, on pourrait se connecter comme ça. C'est un protocole en ce moment qui est en bêta, qui est offert aux utilisateurs d'iOS. Il y a 100 000 ou 10 000 utilisateurs, je crois, qui ont été invités à l'essayer. Encore une fois, il faut que tu aies des gens autour de toi à portée de Bluetooth. C'est quinzaine, vingtaine de mètres. Ah, ça c'est optimiste, ouais. C'est 12-15 mètres gros max. Ouais. Exactement. Mais si tu es beaucoup, tu es nombreux, je pense aux communications internes dans des entreprises, ça pourrait être quelque chose d'assez cool. Puis comme c'est en filet, comme c'est pair à pair, plus tu as de gens, plus ça marche. Et les communications se transfèrent d'un utilisateur à l'autre de façon sécuritaire. Fait que même si ça transite par ton appareil, si la communication t'est pas destinée, tu ne peux pas la lire, ça va être seulement, tu vas relayer l'information à l'autre personne. Et c'est super drôle de voir ce protocole-là, BitChat, parce qu'en ce moment, j'expérimente avec un truc qui s'appelle Meshtastic, qui est un protocole qui fonctionne par onde radio, une fréquence libre qu'on peut utiliser. Puis avec des petits appareils comme ça, tout le monde pense que c'est un BlackBerry. Oui, ça a l'air d'un BlackBerry. Ouais, on peut s'acheter ça sur Internet pour une centaine de dollars. J'ai mis le lien sur un billet dans mon site. Tu peux communiquer pair à pair à des gens par onde radio, sans forfait cellulaire, sans passer par Internet. Est-ce que ce serait l'équivalent d'un CB ou comme on avait dans nos voitures à une autre époque où les gens avaient ça dans leur sous-sol, là? Exactement, avec l'avantage du pair à pair. Fait que si tu connectes à un autre utilisateur, ta connexion va être relayée à quelqu'un d'autre, tandis qu'avec le CB, tu étais limité à la portée de ton antenne. Ben oui, c'est ça, onde courte. Il y avait des relais, il y avait des trucs comme ça qui s'organisaient, mais en général, tu étais assez limité en termes de portée. Avec Meshtastic, tu peux même te connecter à Internet. Tu peux, si tu veux, tu peux faire passer ta connexion par Internet pour rejoindre d'autres gens qui sont connectés par radio. Fait que tu fais un petit bond sur Internet. Si tu es dans une zone où il n'y a pas d'autres utilisateurs à portée, tu peux passer par Internet, rejoindre quelqu'un qui est à portée d'autres utilisateurs et bam, 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 tes connexions sont relayées. Et que si vous avez envie d'en savoir plus, je pourrais en parler pendant longtemps parce que je tripe beaucoup. Puis en ce moment, je suis sur le plateau Mont-Royal, puis il n'y a pas d'autres utilisateurs à porter. Il manque 500 mètres à gauche, 500 mètres à droite. C'est pas énormément connu, ce truc-là. Il faudra en parler. On pourra en reparler parce que je vois déjà des applications de ça. Je me dis, waouh, ça peut être le fun. Camping, des communications décentralisées. moins. Et pour des enfants, s'ils s'en vont jouer, s'ils sont à portée à peu près à
500 mètres, je suis à 1 km à portée, c'est dégagé, tu peux communiquer avec eux sans payer de forfait. Et la grande question que je pose dans mon article, c'est pourquoi ce protocole-là n'est pas intégré dans les téléphones cellulaires? Et là, tu te dis, les gens pourraient se connecter pair à pair, sans avoir besoin, et dans les villes, dans les endroits où les gens sont assez proches, on n'aurait peut-être même plus besoin de forfait pour communiquer librement. Sans contrôle, sans filtre, la connexion est codée d'un utilisateur à l'autre. Fait qu'on passe de BitChat à Meshtastic. Voilà. Et j'ai même une suite logique pour vous aussi, parce qu'on va parler de Blue Sky dans notre prochaine nouvelle. J'espère que vous prenez des notes, les amis, parce qu'il y aura un quiz à la fin du balado. C'est pas vrai. C'est juste que nos nouvelles sont vraiment très fluides cette semaine. Souvent, il y a des coupures, puis ça fait un bloc. Là, c'est comme une rivière d'actualité. Ça se dit-tu, ça? Je suis pas sûr que c'est une belle image. En tout cas, peu importe. Je vais vous parler de Blue Sky parce qu'il y a eu des nouvelles cette semaine. Il y a eu des nouveautés, je devrais dire, dans l'application Blue Sky, l'application mobile, où on vous laisse les gens paramétrer et personnaliser davantage les alertes, les notifications poussées, là, les fameuses alertes poussées qu'on peut recevoir à partir de l'application Blue Sky sur mobile, bien sûr. Et ce qu'on présente, de la façon dont on présente ça chez Blue Sky, on veut vraiment inciter les gens à utiliser Blue Sky pour recevoir des alertes de dernière heure de sources d'informations. Regardez, le compte du 98.5 FM, entre autres, est sur Blue Sky. Le compte de la presse est sur Blue Sky. La plupart des grands médias ont un compte sur Blue Sky maintenant et publient leurs manchettes à mesure qu'elles sortent sur leur site ou à mesure qu'elles sont programmées dans leur stratégie de publication. Voyez ça comme vous voulez. Et là, vous pouvez demander une alerte poussée sur votre téléphone compte par compte. Donc, vous pourriez choisir les comptes des grands médias ou les comptes des grands podcasteurs que nous sommes, Pascal et moi, et demander qu'à chaque fois qu'on publie une nouvelle information ou un nouveau billet, en fait, sur Blue Sky, que vous receviez une alerte sur l'écran fermé de votre téléphone. Et c'est vraiment ça qu'on veut chez Blue Sky. Et ça, c'est intéressant de deux façons. La première façon, c'est que vous pouvez, par exemple, suivre en direct des résultats sportifs. Vous pourriez suivre un site ou un journaliste d'information sportive et voir à mesure le score d'une partie évoluer. Et évidemment, vous pouvez faire aussi pour l'actualité plus générale, vous pouvez faire pour plein d'autres raisons. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un geste de la part de Blue Sky qui va entièrement à l'encontre de ce qu'essaient de faire les autres réseaux sociaux. Vous savez, Meta, X... tout le monde refuse comme si c'était toute une catastrophe que de s'associer de près aux grands médias qui sont pourtant des médias d'information qui ont leur propre code de déontologie et qui combattent la désinformation. Donc je pense que c'est une belle approche de la part de Blue Sky pour s'adresser, pour cibler une clientèle qui aime s'informer à des sources officielles. Évidemment, il y a plein d'autres réglages aussi pour les alertes poussées. Là, vous pouvez demander d'être alerté ou pas si quelqu'un répond à vos billets, si quelqu'un republie vos billets, ainsi de suite. Il y a vraiment un paquet de réglages, mais j'aime beaucoup cette approche, ne serait-ce qu'au sens de positionnement stratégique dans le marché des réseaux sociaux, de dire, nous, on aimerait ça, au contraire, devenir une espèce d'agrégateur de nouvelles sur lequel vous pouvez voir les alertes. Vous cliquez sur l'alerte et ça vous amène ultimement à la source de cette nouvelle-là, ce qui est un peu plus respectueux aussi des sites web qui publient l'information. Parce qu'avec tout ce qui siphonne maintenant les sites pour prendre les nouvelles et de les rediffuser sans t'amener au site original. Il y a des pertes de revenus incroyables, puis il y a les médias ça coûte des sous, publier des vraies nouvelles, faire des recherches, enquêter, valider, prendre le temps de le faire, tandis que n'importe qui invente du contenu ou qui génère du contenu avec l'intelligence artificielle peut publier 50 messages par jour, repiquer les nouvelles. Oui, sans attribuer la source, effectivement. Sans attribuer la source, et ça, c'est extrêmement... On parle de gens qu'on connaît, là, Pascal. On nommera pas de nom. On ne juge pas. Mais moi, j'ai vu quelqu'un sur Blue Sky qui publiait quelque chose comme 92 messages par jour depuis la création de son compte, était rendu à 40 000 publications. Je me dis, soit que c'est quelqu'un qui fait que ça à longueur de journée. Puis il y avait certains profs de communication que je nommerai pas aussi qui publiaient nuit et jour, 20 quelques publications par jour. Bon, mais aussi Elon Musk si la source est attribuée, c'est pas si mal, mais j'avoue que s'approprier des sujets, c'est toujours un peu délicat, mais c'est le propre des réseaux sociaux et de la communication numérique, effectivement. Voilà. Donc, d'attribuer la source ici. Puis d'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse dans le podcast. Souvent, je prends des nouvelles d'un peu partout, je regarde les communiqués de presse, mais des fois, je vais chercher des nouvelles. D'ailleurs, celle qui vient de Reddit. J'ai beaucoup de plaisir sur Reddit, mais c'est quelqu'un qui a été invité à tester la carte Opus virtuelle. Ceux qui se déplacent à Montréal, qui ont besoin d'une carte Opus, on se demande pourquoi en 2025, il faut utiliser une carte
carte de crédit avec nos billets dedans, alors qu'on pourrait juste taper notre téléphone dedans. On peut, depuis 1 an et quelques maintenant, recharger sa carte avec son téléphone. J'ai une explication à ça, parce que j'avais demandé aux gens de la STM il y a un petit bout de temps, ou de la RTM, je ne sais plus quel. Un des problèmes, c'est qu'il y a trop d'agences séparées qui ne se parlent pas très bien. Un autre problème, c'est qu'il y a des zones et on paye selon... En fait, on veut garder l'anonymité d'un réseau où on doit identifier les gens, les usagers. Donc, quand on rentre à une place et on sort à une autre, ça affecte le prix qu'on paye pour le passage. Et quand même, si on identifie cette personne-là, on ne veut pas non plus l'identifier au point où on a son numéro de carte de crédit, où on aurait son numéro de téléphone ou je ne sais pas quoi. Donc, on se casse la tête. C'est sûr qu'il existe une solution, mais c'est un organisme public, et vous savez, comme les organismes publics au Québec peinent à trouver des solutions simples à des problèmes comme ceux-là. Mais là, déjà, il y a une application pour Android, fait qu'on fait un pas en avant. Et voilà. Et ce serait pour l'instant sur Android seulement. Il y a des gens qui ont été invités à tester ça. Et la petite nouvelle qui va peut-être décevoir des gens, c'est que ça ne sera pas avant 2026 sur iOS. Fait que d'abord, ça va être déployé sur Android, ce qui, je crois, était le départ ici. Ce que j'ai appris aussi en regardant un peu dans la presse, on voyait qu'en 2019, il y avait un projet de payer avec sa carte de crédit qui avait été proposé par la STM, si je ne m'abuse, qui a été tué par la RTM, parce qu'il fallait que ça vienne d'eux. Alors moi, ce que je comprends de ce que je vois ici, c'est parce qu'on ne veut pas, tout simplement. Parce que si on voulait, les solutions technologiques sont là, on pourrait, mais là, si on veut se chamailler, puis que tout le monde soit content, puis que tous les fonctionnaires aient leur mot à dire, c'est sûr que... J'aime pas ça dire comme ça, il y a du bon monde qui travaille fort, mais je me dis, purée, quand on veut, c'est sûr qu'on peut. Et manifestement, c'est une... On peut pas. C'est certainement quelque chose qui ne marche pas normalement, qui ne marche pas bien dans ce contexte-là. Voilà. On va sortir un petit peu de ce genre de sujet, mais on va rester dans le domaine de l'intelligence artificielle pour parler de Hugging Face et de Richie Mini, son nouveau robot, qui vient d'être lancé, il vient d'être dévoilé cette semaine. Le Richie Mini est un robot, en fait c'est un bras robotisé animé par l'intelligence artificielle qui va apprendre, qui est destiné aux gens qui veulent faire apprendre à un robot, qui veulent bidouiller, les étudiants, les développeurs du dimanche, les gens qui sont plus sérieux parce qu'ils font ça pour leur travail, et qui veulent sortir l'IA de leur machine, de leur ordinateur, et qui veulent le mettre dans un autre genre d'appareil qui, lui, va apprendre selon ce que vous lui dites de faire, selon ce que vous faites vous-même, à répéter des gestes. Donc, c'est pas nécessairement d'apprendre à coder, c'est d'apprendre à interagir avec une IA qui est elle-même un outil d'apprentissage et de réapprentissage et qui en fait, développe, basé sur les gestes qu'elle pose. Écoute, moi je trouve le concept super intéressant. C'est pas très cher, l'appareil coûte 299$ américains, c'est 400$ canadiens, un petit peu plus que 400$ canadiens. C'est un bras qui a 6 degrés de liberté, il y a une pince, il y a un ordinateur Raspberry Pi 4 à bord, donc on peut le programmer même de ce côté-là aussi. Il y a une caméra. Et tout ça est open source, c'est-à-dire qu'on vous donne l'appareil, vous développez, tout est ouvert, vous pouvez coder, vous pouvez bidouiller si vous avez les appareils, la capacité électronique de le faire. Le Raspberry Pi, il peut s'upgrader si vous voulez, il peut se rehausser, devrais-je dire en bon français. Parce qu'ils sont rendus à la version 5, je crois. Oui, c'est ça. Là, c'est peut-être pour une question de prix et de temps de développement, mais on a quand même on sent que c'est open source juste là. L'appareil peut empiler des objets, peut jouer au tic-tac-toe, peut préparer un café. On peut le programmer pour faire des tâches relativement complexes. Je ne sais pas si on peut apprendre à crocheter une serrure, ça serait drôle de faire son petit robot dévaliseur. Un bras robot qui permet de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses que les gens... Ah non, Pascal, franchement. Ben oui, franchement. C'est sûr. Franchement. Alain. C'est open source. Désolé de briser tes illusions de jeune homme. Mais purée, ça va être des moi, j'étais rendu en train de faire un cambriolage, j'étais en train de faire de la porno, je veux dire. Ben oui, des lois d'honneur, premièrement, des gestes disgracieux, et deuxièmement, ça va être de faire des trucs un peu coquins. On peut le mettre dans la vitre arrière de sa voiture pour les gens qui souffrent de rage au volant, ou les gens qui veulent combattre la rage au volant, faire des halos, des merci, des pouces en l'air. Oui, des merci, des pouces en l'air. Gardez ça positif, les amis, on ne le saura jamais assez. Le robot apprend en imitant les actions de l'utilisateur qui le guide à l'aide d'un casque de réalité virtuelle et d'une manette. Moi, c'est sûr que je m'en commande un, ça m'emballe ce projet-là. Il y a des Montréalais, il y a des gens, des experts de Montréal qui travaillent pour Hugging Face. C'est sûr que je vais essayer de leur demander ce qu'on peut faire, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce robot-là. Mais allez voir ça. Hugging Face en soi est une entreprise qui gagne à être connue. C'est vraiment une solution pour les gens qui se demandent par où aborder l'intelligence artificielle générative. Ils travaillent en partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Pollen Robotics pour créer le petit robot en question, qui est très sympathique par ailleurs.
Et ça coûte 400$ le bidule. Il y a une version plus évoluée parce que là, il y a une version light à 400$, il y a une version à 600 quelques dollars, qui est la version pleine, et ainsi de suite. Et bref. C'est le début de... Écoute, je te le dis, c'est le début de l'intelligence artificielle incarnée. C'est comme ça qu'on le dit chez Hugging Face. Puis on se retrouve dans Terminator dans quelques années, mais Hugging Face, moi je suis sûr que la version avancée, c'est pas la face que les gens vont se hugger, c'est d'autres parties. Voilà. Hugging Face, qui est bien sûr l'espèce d'émoji avec la face puis les mains. Si vous vous demandiez, puis je sais pas exactement le geste dans la vraie vie que ça représente. Un gros câlin. Ah, allô, je te fais un câlin. Donc, j'ai jamais mis les mains là pour dire bonjour à quelqu'un, mais bon, bref, d'où le nom de l'entreprise. Parlons ça, c'était une Pixel Drop, parce que je suis sûr que ce ne sera pas utilisé pour se hugger la face. Pixel Drop, ceux qui ont des téléphones Pixel, vous allez avoir un Pixel 9. Si vous avez un Pixel 9... 9 comme dans nouveau ou 9 comme dans 8, 9, 10? 9 comme dans le modèle 9. Vous allez avoir droit pendant 1 an à un abonnement à Google AI Pro qui va permettre de faire des vidéos à partir de photos ou à partir de suggestions. Et ça, c'est un beau cadeau pour les utilisateurs. Puis c'est pour vous dire comment les grandes compagnies nous poussent l'intelligence artificielle. Ils font adopter VO3 massivement, comme ça, qu'il y a leur outil de génération de vidéos, effectivement. Ouais. On veut s'assurer que les utilisateurs utilisent notre plateforme, utilisent notre intelligence artificielle. On le pousse. Écoute, du côté de Microsoft, ils poussent copilote partout, mur à mur. Du côté d'Amazon, ils poussent. Du côté de X, on pousse Grok. Du côté de Google, Meta AI est poussé fort. Gemini est partout. Gemini partout. Puis on le pousse des fois vite, y compris dans ta montre. Ça va permettre de parler à sa montre et d'avoir une interaction avec sa montre. J'ai bien hâte de voir ça, parce que comme ça fonctionne avec le système Android qui est dans la montre, on va pouvoir l'avoir dans sa montre OnePlus éventuellement. Wear OS, oui, ça va être, je présume, ça va être une version de Gemini qui s'appelle Gemini Nano, qui en principe tient toute seule sur un appareil et en anglais on-device, donc ne va pas chercher nécessairement de l'information dans le nuage, mais ouais, ça va être intéressant d'essayer sur Wear OS, avoir Gemini sur ton poignet. Oui. J'ai hâte de voir ça. C'est très drôle parce que je me suis servi d'intelligence artificielle. Puisqu'on est dans la digression aujourd'hui, je cherchais le nom de cette patente-là. Ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai un truc ici qui permet de mesurer de façon précise les choses. Oui. Et j'ai découvert que c'était un pied à mesurer, un pied à coulisses. OK. Ben oui. Je ne savais pas. Et tout ce que j'ai fait pour trouver le nom de cette recherche par image. Même pas. J'ai décrit comment s'appelle l'appareil pour mesurer de façon précise avec 2 petits bouts chaque côté. Ça m'a dit, c'est un pied à coulisses. J'ai fait une recherche d'images. Montre-moi des pieds à coulisses. Et c'est exactement cet objet-là. Pied à coulisses, très, très, très utile. Quand tu as besoin de mesurer précisément des trucs, là, très, très cool. Et voilà. Bon à savoir. Donc, Pixel Drop, grosse mise à jour sur le Pixel et sur tous les appareils, et incluant les montres Wear OS aussi, qui sont là de ça. J'ai hâte de voir la suite de cette intégration tout azimut de Gemini partout pour Google. Ça soulève plein de questions. Rehausser l'aide aux jeux vidéo. Ouais, on va parler de la Colombie-Britannique, on va aller dans la géopolitique du jeu, la vidéo ludico-politico-économico-politique. Je sais pas, j'ai perdu tous les préfixes m'ont mêlé, là. Le Québec, vous le savez, l'année passée, dans son budget de l'année actuelle, a annoncé un recul de son aide, son fameux crédit d'impôt sur la production de titres multimédia, qui est essentiellement l'aide aux développeurs de jeux vidéo, mais il y avait aussi de la vidéo, la post-production, je pense, qui était impliquée là-dedans, où on finançait à hauteur de 37,5% le salaire des employés des studios. On recule à 27,5% d'ici, je pense, 2027-2028, bref, dans les prochaines années. Pendant ce temps-là, la Colombie-Britannique vient de faire exactement l'inverse. On aura aussi de 17 à 25% l'aide sur les salaires là-bas, et cette aide sera désormais permanente, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à renégocier à chaque année cette chose-là. Ce crédit s'applique aux entreprises du jeu vidéo et des environnements de réalité virtuelle. On se dit, il y a du potentiel, il y a encore de la croissance dans le numérique, on veut miser là-dessus pour aller chercher davantage de cette industrie-là et de l'apporter chez nous. Et le timing ne peut pas être mieux choisi pour la Colombie-Britannique parce qu'il y a une étude qui a été sortie cette semaine, qui a été publiée par PricewaterhouseCoopers, PwC, qui portait en fait, qui s'étudiait, qui s'analysait, qui se questionnait sur l'impact de la mesure québécoise du recul et qu'on disait, malheureusement, ce ne sont pas les grands studios qui vont payer le prix de ce recul-là. Ce sont les entreprises locales, les PME, les studios indépendants, les petits développeurs d'ici qui essayent de pousser ceux qu'on devrait normalement encourager le plus.
Et devinez ce qui va se passer, il va se créer toute une nouvelle génération d'entreprises spécialisées en Colombie-Britannique. Et ça va comme faire flipper un peu le marché vers l'ouest du pays. Ce qui est super bon pour la Colombie-Britannique, ce qui est un peu plate pour le Québec. On est toujours l'impression qu'on est toujours en train de trouver la façon de se tirer un peu une balle dans le pied, mais on verra. Cela dit, je vais arrêter ça là. La Colombie-Britannique, c'est un peu le deuxième pôle au Canada là, en jeux vidéo. On dit là-bas qu'il y a 20 000 personnes qui travaillent dans le secteur et qu'ils contribuent annuellement pour 1 milliard de dollars au PIB de la province. C'est moins que... Je pense que c'est la moitié à peu près de ce qu'on a au Québec en termes de poids économique, si je me rappelle bien. Ou peut-être un peu plus. À suivre. Mais c'est toujours délicat. Je vais me permettre de jouer l'avocat du diable là-dessus. C'est comme on est, si une économie, si une industrie est rentable, à un moment donné, ça devrait être légitime qu'elle fonctionne sans avoir besoin d'être subventionnée. C'est sûr qu'au début, on peut aider à apporter de l'eau au moulin, mais à un moment donné, si c'est si rentable que ça... C'est une drôle de situation parce que le Québec s'est créé une industrie du jeu vidéo à l'aide de ces mesures fiscales-là, qui sont devenues effectivement permanentes et qui ont longtemps été non négociables. C'était là, puis il n'y avait aucun gouvernement qui va oser toucher. Le problème, c'est qu'il y avait des entreprises étrangères qui en bénéficiaient et qui allaient rapporter ensuite leurs profits ou leur moindre perte, disons, grâce à ça, ailleurs qu'au Québec. Donc, il y avait une perte là, de ce qu'on appelle en termes gouvernementaux la fameuse richesse. Là. Et ça, c'était une critique très jouable. Et le problème ici, c'est pas que les entreprises étrangères en profitent ou pas, ou que l'industrie est subventionnée ou pas, c'est que là, on vient de pénaliser les petites entreprises, les entrepreneurs locaux. Oui, tout à fait. Et il existe certainement une façon, il y aurait moyen de remoduler cette aide-là pour encourager le développement local, parce que la clé dans le jeu vidéo, mais dans toute l'économie de l'information et du numérique et de tout ça, c'est la propriété intellectuelle. Et en ce moment, une grosse partie de cette aide-là va encourager la propriété intellectuelle à l'étranger. Donc, ça a toujours été ça le problème du Canada et du Québec en technologie. Oui. Puis mais là, le Colombie-Britannique s'est dit, nous, on peut peut-être essayer d'en faire un peu plus. Ben, c'est ça, développer aussi, déployer des solutions, créer des jeux vidéo, par exemple, ça peut prendre des années de développement. Pendant ce temps-là, les gens n'ont pas de sous, n'ont pas de revenus. C'est là que l'aide est la plus critique, je crois. C'est là qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour cibler ça. Parlant d'entreprise et de subventions, faisons un lien bizarre. Unpacked de Samsung. Pas évident, ce lien-là, non? Non, on va essayer de faire un lien comme ça. Il y a Samsung qui a fait un événement Unpacked pour déployer, dans ce cas-ci, ses nouveaux téléphones. Écoute, c'est quand même impressionnant. Le Z Fold 7e génération, qui fait maintenant 8,9 mm d'épais plié. Oui, il n'est pas gros, hein? C'est très, très mince pour dire que c'est 0,7 mm plus mince que le S25 Ultra de l'an dernier. Donc, le S25 Ultra qui ne se plie pas est plus épais que le nouveau Z Fold 7. Il coûte cependant 2680 $, ce nouveau modèle-là au Canada. La liasse de billets, elle est plus épaisse pour l'acheter, effectivement. Si tu empiles c'est des 20 $, là, je pense que c'est plus épais que le téléphone. Pas mal, oui. Et donc, il y a aussi le Flip 7 qui a été déployé, plus raisonnable, celui qui s'ouvre un téléphone à clapet, 1462 $ au Canada, nouveau processeur, écran amélioré et tout. La Watch 8, à partir de 500 $, ceux qui veulent une belle montre connectée, compatible avec les appareils Samsung, évidemment. C'est en précommande dès maintenant. Le lancement officiel est dès le 25 juillet. On va essayer d'en obtenir peut-être un exemplaire pour vous en parler davantage. Il n'y a pas d'innovation révolutionnaire, encore une fois. On mise, devinez quoi? C'est ça, on mise sur l'intelligence artificielle. La Watch a l'air plutôt jolie. Elle s'inspire de la Watch Ultra de l'année dernière, qui était quand même pas mauvaise. Mais je ne sais pas à quel point c'est un... Y a-t-il une fatigue de la montre intelligente, tu penses? Il me semble qu'il y a comme... On en parle toutes les 3 semaines, puis je ne vois pas tant que ça qui se vendent c'est ça. Je pense que les gens sont contents de leur Apple Watch. Ceux qui ont des Apple Watch, ils aiment ça la recharger chaque jour, ils aiment ça travailler, il n'y a pas énormément d'innovation là-dessus. Les nouveaux modèles, quand tu es rendu à la Watch 8, c'est sûr que les innovations sont... Est-ce que tu vas avoir envie de changer si ta montre date d'1 an ou 2, écran plus lumineux, performance supérieure et tout, plus... Honnêtement, j'ai même pas vu de caractéristiques là, qui me dit « OK, c'est le temps d'upgrader, c'est le temps de mettre à jour ». C'est sûr que si aujourd'hui tu veux une montre intelligente, va vers la Watch 8, tu vas être très, très content. Mais je pense que c'est pas une fatigue, je pense que c'est juste une normalisation de la même manière qu'on ne change pas de voiture. Du marché. C'est ça, on ne change pas de voiture à tous les ans parce qu'il y a une nouvelle couleur disponible.
pour les téléphones intelligents. On arrive, je pense, à ça. Et ce que je trouve très drôle, c'est que Samsung arrive à son Z Fold 7 l'an prochain, ça va être le 8. Il y a des rumeurs toujours qu'Apple va arriver, va révolutionner avec son téléphone pliable qui va être en première génération. Ça va être le meilleur téléphone pliable jamais fabriqué par Apple de l'histoire des téléphones pliables. Ouais. Et je me dis, mais il y a un gros bond, là. Tu sais, quand même, Samsung a acquis de l'expertise au niveau du mécanisme, au niveau de l'écran, au niveau de... Écoute, ça fait 7 ans qu'il roule. Apple va arriver avec un téléphone qui va profiter. Ils sont pas fous, ils vont regarder tout ce qui s'est fait. Mais... je vais ajouter à ça, Pascal, parce que j'ai assisté à des événements. Ah oui, ben ça, j'étais à Paris il y a quelques semaines pour une affaire d'intelligence artificielle, pour Vivatech. Et j'étais avant ça au Mobile World Congress à Barcelone. Oui. Et quand on sort du Canada et des États-Unis, tous les fabricants chinois en sont à leur 4e ou 5e génération de téléphones pliables et ils sont tous extrêmement minces, ils sont tous supérieurs à ce qu'on peut acheter au Canada. Il y a même le fameux téléphone Huawei qui se plie en 3. En 3. Écoute, c'est débile. En personne, c'est tout qu'un téléphone. Mais évidemment, c'est pas vendu ici. Il y a une belle conversation à avoir sur ces freins-là qu'on s'impose en ce moment. Parce qu'en tant que consommateur, on a raison d'être fâché, de ne pas avoir accès à certains produits chinois ou à certains produits non fabriqués ici, en tout cas peu importe, qui sont vraiment beaucoup, beaucoup moins chers et beaucoup plus performants. Et là, ça ouvre toute une autre question sur comment ils sont fabriqués, quelles sont les normes, bref, tout ça. La sécurité des données. Est-ce que des fois, il y a des innovations qui sont bien le fun, mais le téléphone au total n'est pas très bon. Les conditions de travail des employeurs qui fabriquent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à considérer, mais il y a un goulot d'étranglement en ce moment et pas grand monde est gagnant, je veux dire ça comme ça. Sauf si vous êtes milliardaire, auquel cas, certainement vous en mettez plein les poches. Tu peux perdre beaucoup d'argent puis t'en restes encore, t'es correct. Petite finale pour nos espressos de tech. Windows 11 dépasse enfin Windows 10. La fin du support de Windows 10 approche. Il commence à être temps que Windows 11 commence à être plus utilisé que Windows 10. L'utilisateur s'est passé en juillet de 50,88% d'utilisateurs de Windows 11 versus 46,2% pour Windows 10. Ça me fait capoter qu'on utilise encore Windows 10. Il me semble que Microsoft a beaucoup mis de l'avant. Il faut vraiment vouloir garder son vieil ordinateur. Je peux comprendre qu'on ne veut pas changer son ordinateur, mais à un moment donné, ça fait quoi, 7 ans? Windows 10. Il y a des gens encore sur Windows 7, hein? Je ne sais pas, la statistique est intéressante. Il y aura encore 2,35% du marché qui aurait encore Windows 7. Windows 8, on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est mal. On a sauté Windows 8. Non, mais Windows 8, il a existé, mais c'était pas bon. Pas longtemps. Ça prenait beaucoup de ressources. On a tout de suite passé à Windows 10. Il n'y a pas eu une vie très longue, effectivement. Excellent. Écoute, ça fait le tour des actualités, ça fait le tour des espressos de tech. Si vous n'êtes pas super chargé par cette dose de caféine informationnelle, je ne sais pas comment on peut faire mieux que ça. C'était quand même pas mal de stock. On va prendre une courte pause pour respirer. Il faut que j'aère mon bureau, parce que la température a monté comme de 6 degrés depuis que j'ai commencé ça. Et c'est une grosse journée. Je vous disais que c'était une actualité brûlante cette semaine. On va prendre une très très courte pause, le temps d'aller chercher le machin qui pèse 4 tonnes derrière moi pour vous en parler. Oui. Qui est un gadget assez le fun, surtout si vous avez des arbres qui touchent à vos fils électriques, qui font des pannes de courant fréquentes. Donc, ne bougez pas, restez avec nous à une tasse de tech. Salut, ici Maxime du balado Planète Basket. 2 fois par mois, je vous propose un survol de l'actualité mondiale entourant le ballon orange avec les artisans du milieu et mes pertinents collaborateurs. Planète Basket, disponible sur l'application et dans les sections balado des sites web de vos stations Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech, c'est le moment de l'épisode où on vous parle de nos gadgets de la semaine, des gros gadgets assez révolutionnaires. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on les a entre les mains, si j'ai lu entre les lignes l'offre qui nous a été faite par les fabricants, c'est que cette semaine, ce sont les Prime Days d'Amazon. En fait, c'était du 8 au 11 juillet, c'est sûr que là, on va diffuser un peu plus tard. Donc peut-être avez-vous profité d'un spécial. C'est drôle parce que j'ai écrit là-dessus dans la presse, puis évidemment, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais là, Amazon, c'est le géant américain, on le déteste, n'achetons pas en ligne sur l'Amazon. » Oui. Ouais. Je vais parler de mon expérience. OK, cette semaine, j'ai fait lundi un achat en ligne d'un commerçant local. La semaine dernière, j'ai fait un achat local. Lundi, je fais une commande à un commerçant local.
Le vendredi matin, j'ai enfin reçu un message comme quoi ma commande était prête à aller chercher en magasin. Sinon, ça me coûtait des frais de livraison. La veille, le jeudi à 4 heures, j'ai fait une commande Amazon. J'avais reçu 5 courriels et le midi, je savais que ma commande était en route vers moi. Fait que quelqu'un m'a dit, puis c'est très sage encore une fois, c'est qu'Amazon est tellement avancé au niveau du service, de la rapidité, du feedback, des retours. Écoute, tu veux faire un retour, tu vas déposer ça dans un dépanneur, tu n'as même pas besoin de l'emballer, c'est extraordinaire. Les commerçants locaux, malheureusement, ont un retard énorme. Ne pas donner de retour, de ne pas donner de courriel de suivi. Puis là, ils te disent « Oh, évaluez-nous notre performance. » J'ai le goût de leur dire « Excuse, mais j'aurais eu le temps 5 fois de commander le même article d'Amazon et le recevoir chez moi gratuitement. » La seule initiative contre ça qu'on a osé faire, c'est le panier bleu. Et ça a été un échec et ça a été mal piloté parce que c'était pas la bonne solution à un problème si c'est un problème qu'on voulait régler. Et c'était pas la bonne application. Mais tu as raison que la simplicité est rendue à un niveau tel. Effectivement, mais si vous voulez payer le plein prix, vous pouvez l'acheter par exemple chez Best Buy, dans le cas de la trottinette Segway, qui n'est pas vendue sur Amazon en passant. Et c'est ça, c'est une exclusivité Best Buy. La trottinette qu'on a essayé tous les deux, c'est la Ninebot e-Kick Scooter F3 Pro. Ouais, c'est la F3 Pro pour les intimes, parce que ça fait long. Là. Ouais. Oui, e-Kick Scooter Ninebot de Segway, la compagnie qui faisait le petit transporteur Segway, qui s'est maintenant transformé. Ouais, il y avait les roues comme ça, ils ont mis les roues comme ça, et là, tout d'un coup, les gens se sont mis à acheter des Segway. Donc, je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule. Mais ils ont une belle expérience dans les moteurs électriques, dans la stabilisation, super le fun. Le prix de vente est 1 200 $, mais il y a une grosse promotion, c'est autour de 800 $ si on le veut. C'est une trottinette électrique, on ne l'a pas mentionné encore, trottinette électrique assez extraordinaire. C'est un modèle, une coche au-dessus du... C'est presque un modèle haut de gamme. Ils ont des versions, ils ont des trottinettes chez Segway plus sophistiquées. Il y a une marque montréalaise qui s'appelle Apollo, qui vend la Apollo City, qui est peut-être le top du top de la trottinette électrique, qui est meilleure que ça. Elle coûte 1 500 $. Il y a des trottinettes à 1 500, il y a des trottinettes à 2 000 $, mais à ce prix-là, c'est peut-être une des trottinettes les plus équipées, effectivement, les plus puissantes aussi. Super intéressante, parce qu'on a un moteur de 1200 watts là-dessus, ce qui apporte certains problèmes, parce que légalement, au Québec, les trottinettes devraient être de 500 watts et moins. J'ai demandé aux gens de Segway, 1200, et on se fait, 500 watts pour une trottinette, c'est vraiment pas beaucoup, parce que ça, c'est la puissance. Pour un jouet d'enfant, 500 watts, ça permet de déplacer un enfant sans problème. Oui, parce qu'à 1200 watts, on dit que le poids maximal de l'usager de la trottinette, c'est 265 livres. C'est sûr que c'est plus que ce que tout le monde à peu près pèse, mais quand même, exactement. Mais quand à 500 watts, faites le calcul, ça tire. C'est ça, 500 watts, c'est quoi? 180 livres. Puis la trottinette force quand tu montes une côte. C'est surtout dans les côtes que ça fait une différence. Ouais. Puis le beau parallèle que j'ai aimé, c'est qu'on ne limite pas la puissance des véhicules. Tu peux t'acheter une auto Ferrari 12 700 chevaux, 900 chevaux. Ouais. Ça, tu n'as pas de limite là-dessus, du moment que tu respectes les limites de vitesse. Dans ce cas-ci, la trottinette peut aller jusqu'à 32 km/h. Encore une fois, légalement au Québec, tu devrais être en bas de 25. Heureusement, tu as 3 modes. Tu as un mode de conduite éco, standard, sport. Et tu as même un mode walk. Oui, quand tu n'embarques pas dessus, elle te suit à la vitesse que tu marches. Oui, ou tu marches puis tu accompagnes quelqu'un. Ben voilà, c'est ça, exact. Quelqu'un qui marche à 5 km/h. Le mode limité à 15 km/h pour le mode éco, 25 km/h pour le mode standard, qui respecte les règles de la route du Québec, et 32 km le mode sport. Le mode sport, oui. Qui va vite, je trouve. Je comprends. On est tenu, parce qu'on est en une diffusion d'un truc public et tout le kit, de dire les choses comme elles sont, mais il y a une tonne de gens qui achètent, par exemple, des trottinettes chinoises sur Internet, par exemple, la trottinette Apollo City, et qui ensuite vont embarquer dans le contrôleur électronique et vont faire sauter la limite. Et j'en ai vu des jeunes podcasts rouler à 45 km/h sur une trottinette. J'en ai vu, il y en a. C'est super dangereux. Puis la loi étant trop sévère, à 25 km/h, ça fait qu'on a une zone grise où c'est la même chose que les limites de vitesse sur autoroute. Il y a la théorie puis la pratique, puis ça devient un casse-tête. Mais c'est pas la faute à Segway, puis c'est pas la faute à la trottinette, en fait, disons-le. Non, c'est ça. Puis là-dessus, je crois que la loi est en train de se faire, et des projets pilotes, puis des programmes pour justement intégrer cette mobilité-là. J'en vois beaucoup de trottinettes. Là. Mont-Royal, je reste tout près de la rue Mont-Royal, qui est piétonne. Beaucoup de gens se déplacent, beaucoup de gens qui sont des nouveaux utilisateurs. D'ailleurs, très, très le fun comme moyen de transport. Pour parler le langage du gouvernement, on ne peut pas dire trottinette, il faut dire appareil de transport personnel motorisé.
Ce qui est quand même assez vague quand tu y penses, parce que ça peut être un char, en fait, ça peut être un hélicoptère, mais c'est ça. Mais les critères sont là. Tant de puissance, tant de ci, tant de roues, c'est assez flyé. Ça inclut même les roues autonomes. Les monoroues, les gyroroues, ouais, exactement. Oui, c'est quelque chose. De weirdo. Moi, je veux dire ceci, à propos de la F3 Pro, les pneus 10 pouces avec une espèce de gelée anti-crevaison, c'est pour en ville avec les rues, les routes en gravier qui sont en train d'être refaites, c'est parfait. J'apprécie, et je dis ceci, j'apprécie beaucoup le verrouillage automatique quand on l'arrête. Oui. Et qu'elle se met, premièrement, quand on l'arrête, puis qu'on est en pause, puis qu'on touche pas au frein, elle se met sur park, donc elle s'immobilise et le moteur se désactive. Quand on débarque et qu'on s'éloigne, si on le jumelait sur son téléphone, elle serre le frein arrière et elle s'éteint toute seule. Donc c'est comme une espèce d'antivol, si vous voulez. Et ça, c'est assez cool. Et quand on peut aussi la verrouiller par un code sur l'écran, le contrôleur électronique, qu'on peut aussi jumeler à son détecteur biométrique sur Android ou sur Apple, qu'il soit Face ID ou empreinte digitale. Et tout ça, moi, j'ai trouvé ça très cool. L'intégration de l'espèce de la mobilité informatique, mettons, là. J'ai bien apprécié dans cette trottinette-là. Et ce que j'ai trouvé aussi le fun, c'est que quand tu le connectes à ton téléphone, ça te déverrouille ta trottinette sans que tu aies besoin d'entrer le code parce que tu t'approches du téléphone. Et à la proximité, ouais. L'autre chose aussi, c'est que si tu reçois un téléphone, tu le vois dans ta trottinette. Oui, je trouvais ça très drôle. Il y a la navigation aussi intégrée. Tu as les indications routières sur ton petit écran, donc tu peux savoir quand on est à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et c'est ça, tu mets les indications routières dans l'application du téléphone et boum, tu vois dans l'écran de ta trottinette les indications routières. Très, très Y a-tu aussi l'affichage de la musique qui est en train d'être jouée sur ton téléphone, ça se peut-tu? Je l'ai pas vu, je l'ai pas essayé. Parce que ça, c'est une zone grise aussi. On n'est pas supposé écouter de la musique. Évidemment, il ne faut pas avoir d'écouteurs quand on se déplace comme ça, c'est hyper dangereux. Oui. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi cette fonction-là. Mais si là... je vous déconseille de l'utiliser parce que ça veut dire que vous avez des écouteurs et en trottinette, c'est super dangereux. Puis tu veux pas d'écouteurs, mais s'il y avait des haut-parleurs, ça pourrait être amusant. Ce serait un peu comme les grosses motos touring avec leur super boombox. Ça. On en voit de plus en plus là, des gens avec des petits haut-parleurs portables là, qui se promènent, puis j'entends ça sur la piste cyclable. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, on voit ça. C'est jamais de la bonne musique, je vous le dis tout de suite. Non, mais il y a un petit crochet en plus sur le guidon. On pourrait accrocher un speaker Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth là, un petit boombox là, mettre le son dans le tapis. Ouais. Le truc qui est le fun, c'est que ça respecte les règles il y a des feux avant, feux arrière. Il y a même un phare très puissant. J'ai été très surpris. Les petits phares de vélo avec des ampoules, des vieilles ampoules, c'était tout croche. Là, tu as vraiment une lumière puissante. Il y a une bonne puissance, mais il y a une portée limitée. Je trouve que j'aurais aimé avoir un faisceau un peu plus long là, sur la projection, mais c'est vraiment juste moi. Il y a un mode aussi où on peut le mettre automatique, il s'allume puis il s'éteint en fonction de la luminosité. Donc, c'est on se casse plus la tête. Tu as des feux pour dire que signaler tes intentions si tu fais de gauche à droite. Ben oui. Très bruyant et ça fait bip en même temps. Super drôle, bien aimé ça. Le truc qui est le fun, c'est que beaucoup de gens disent prends un vélo électrique à la place. Et je suis d'accord, un vélo électrique, ce qui est le fun, c'est que tu pédales, ça va assister ton pédalage, puis c'est vraiment agréable. Mais c'est pas tous les jours qu'on veut se déplacer puis arriver un petit peu en sueur. Avec un vélo électrique, là, si t'es le moindrement en forme, tu peux aller plus loin, tu peux pédaler même si taper les mortes. Avec la trottinette, tu vas frotter longtemps si taper l'arrête. L'avantage que j'ai trouvé, c'est qu'elle pèse 16 kilos et se transporte comme une grosse valise. C'est un peu lourde à 16 kilos. C'est pas la plus légère des trottinettes. Oui, mais tu as plus de piles. Et détail intéressant, la pile se remplace. Tu as des outils qui viennent dans la boîte et tu peux changer toi-même ta pile. Fait que si jamais des gens s'inquiètent, tu peux remplacer ta pile. Puis j'imagine qu'il y a des piles de plus grande capacité. Ben, je vais dire ceci. Segway a annoncé déjà en Europe et probablement ici pour l'automne une pile d'appoint qui va s'accrocher parce qu'il y a déjà les vis prêtes de chaque côté du port d'alimentation de la pile actuelle pour doubler l'autonomie de la trottinette qui est dans mon cas d'à peu près 40 km. Là. Peu importe le mode, je suis arrivé à peu près à ça. Donc d'avoir 80 km, là, je serais très très content. Ouais. Oui, et 40 km, là, c'est beaucoup. Parce que j'ai eu un peu peur. Je suis allé dans un parc un peu loin de chez moi. Puis je me disais, ah non, ça tiendra pas. C'est pas un jouet. C'est vraiment un truc qui permet de te déplacer au quotidien sur une bonne distance. Du plateau Montréal, je pourrais aller au centre-ville et revenir. Puis sans aucune inquiétude au niveau de l'autonomie. J'ai fait le tour du Mont-Saint-Bruno avec la mienne pour l'essayer. Wow. Pour avoir un essai clair et concret, là, j'ai vraiment fait le tour et ça m'a donné
entre 35 et 40 km, il me restait vraiment comme 1% de batterie. Là. Wow. C'est pas pire. Puis ça, évidemment, quand on indique les autonomies, ça va fluctuer en fonction de sa vitesse et de son poids. Si on est plus poids-plume, on va avoir plus d'autonomie. Si on se déplace à une vitesse plus raisonnable, l'autonomie diminue beaucoup si on va plus vite. Moi, je me limite au mode standard. 25 km/h, c'est assez le fun. En ville, c'est parfait. C'est parfait parce que les vélos vont à peu près à cette vitesse-là. Des fois, même tu dépasses les gens. Si tu veux, tu baisses un peu ta vitesse. Mais c'est très, 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 très beau produit. La Ninebot Kick Scooter, Kick Scooter F3 Pro de Segway. Il y a plusieurs modèles qui sont disponibles. Soyez conscients que les règles de la route, ça, c'est ma petite inquiétude. On ne veut pas qu'il y ait des pénalités là-dessus. Je sais qu'il y a eu un gros coup là, sur les faux vélos électriques l'été passé. C'était l'espèce de mobilette qui avait l'air plus des scooters de rue puis qui étaient sur les pistes cyclables. Oui, puis là, ça roule très vite, c'est très gros, c'est très puissant. Puis là, ils ont rajouté des pédales pour donner l'impression que c'est un vélo électrique, alors que les gens avancent sans pédaler. Si tu avances sans pédaler, c'est une moto électrique. Voilà. C'est pas la même chose. Avec une trottinette électrique, tu peux te déplacer. Très confortable. Tu travailles tes abdos. Tu tiens debout longtemps. C'est bon pour les abdos, c'est bon pour les jambes. Et sérieusement, c'est moins actif que du vélo. Donc, c'est une façon plus légère. C'est moins compliqué à ranger aussi dans un placard, dans un coffre de voiture. Donc, il y a plein de petites applications, effectivement, qui valent la peine. Et puis, n'oubliez pas, vous avez à l'avant une petite poignée là, pour mettre un cadenas de vélo. Moi, je ne laisserai pas ça dehors la nuit. Sûr non, ça c'est clair. Non, mais le guidon se rabat, puis ça devient une espèce de... Ça se range pas mal plus. Là. Ouais, effectivement. Une grosse valise à transporter avec un guidon à l'avant, là, qui est un peu difficile dans les... J'aurais aimé que le guidon se replie pour qu'on puisse se faufiler dans les cages d'escalier plus facilement. Mais autrement, c'est un peu large. T'as raison. Bien. Merci Pascal. Veux-tu glisser un mot sur la génératrice de secours Bluetti? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de soldes. Encore une fois, c'est pour ça, je parlais des Prime Days. Bluetti m'ont approché et je pense que toi aussi, je pense que tu as eu quelque chose par rapport à ça. J'en ai aussi parlé sur Blue Sky parce que je trouve que c'est tellement le fun en cas de panne d'électricité. J'en ai parlé cette semaine dans la presse parce que j'ai acheté il y a 2 ans une génératrice. Je vais vous la montrer malgré le fond virtuel. C'en est une grosse. Là. OK, là, c'est vraiment énorme. Là. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai pris un modèle. Il y a des modèles de toutes les tailles. Là. Il y a des modèles avec celle-là, le 6 prises de courant normal. 2 ports USB de haute capacité et une prise 30 ampères. Une prise 30 ampères, c'est si vous avez un véhicule récréatif, un gros campeur, et que vous vous branchez dans un camping de VR, c'est cette prise-là. Moi, je m'en servais je l'ai acheté dans un contexte où je voulais l'utiliser pour brancher un véhicule récréatif au lieu de partir la génératrice à essence du campeur, qui était d'à peu près 3200 watts. Cette génératrice-là que j'ai, c'est la AC300 de la marque Bluetti. Et j'y reviens souvent parce que j'aime beaucoup cette marque-là. C'est un compromis. C'est pas cher, mais c'est à date, pour ce que j'en sais, de très bonne qualité. Il n'y a rien qui a cassé dessus. Les batteries sont bonnes. C'est des batteries selon la génération que vous achetez, soit au lithium ou soit au lithium fer phosphate, l'IFE PO4, qui est une technologie de batterie un peu moins dense, mais beaucoup plus durable. C'est une dizaine d'années, 4000 cycles de recharge avant que ça se fatigue vraiment beaucoup. J'ai donc avec ça 2 batteries de 3000 Wh. La génératrice AC300 génère une puissance de 3000 watts, a 2 batteries de 3000 Wh et j'ai aussi des panneaux solaires de 350 watts chacun. Ça veut dire que quand il fait soleil, j'ai 700 watts, presque 700 watts parce que c'est jamais parfait, là, qui rentrent et qui chargent des batteries. Et les batteries me fournissent, si j'avais 3000 watts de demande d'électricité continue, j'aurais 2 heures de batterie. On n'a jamais 3000 watts de demande continue sur un campeur ou sur une zone de camping, si on fait du camping plus sauvage, ou dans sa voiture ou à la maison même durant une panne de courant. Donc, on a vraiment plusieurs heures d'autonomie électrique qu'on peut recharger avec le soleil. Quand tu as du courant, on peut juste brancher dans le mur et charger la batterie. Oui. Et j'ai donc cette année, il y a quelques semaines, fait l'essai d'un autre bidule. C'est un panneau, ça s'appelle le commutateur. C'est un panneau électrique qui s'accroche au panneau à l'entrée électrique d'une maison, donc au panneau de distribution, et qui permet de switcher de l'entrée électrique ou d'une batterie ou d'une génératrice comme celle-là quand il y a une panne de courant. Wow. Là, j'ai découvert en cherchant sur ce sujet-là pour un article que j'ai fait dans la presse, qu'il y avait une zone grise selon la Corporation des maîtres électriciens du Québec, où ces appareils-là n'ont pas la certification canadienne ou américaine nécessaire pour dire que c'est un système UPS, donc une unité d'alimentation d'urgence. Oui.
Pour que ce soit un UPS, et c'est comme ça un peu que les fabricants de ces génératrices-là vendent leurs produits, ils disent automatiquement, il y a une réaction de 20 millisecondes quand il y a une panne de courant, ça part et ça charge votre bidule. Ça, c'est pas certifié, c'est pas autorisé. Donc, en principe, c'est pas légal de l'utiliser dans ce contexte-là spécifiquement. Vous pouvez quand même l'acheter, mais c'est vraiment à vos risques et périls. Et j'ai l'impression que s'il y a un pépin, mettons, il y a un court-circuit, ça pogne en feu, n'importe quoi, je suis pas mal certain que l'assureur à l'autre bout va dire comme « Hey, c'était pas légal ton affaire. » Fait que c'est un risque, OK? L'autre partie de ça, c'est que si vous avez un commutateur comme celui que j'ai essayé, qui permet de switcher tout ça manuellement quand il y a une panne de courant, c'est pas illégal. Le panneau, il faut qu'il soit évidemment, lui, certifié. Il en existe des très bons. Il s'en vend chez Rona, il s'en vend chez Home Depot. Mais tout ça ensemble, les électriciens ne savent pas trop quoi faire. Donc, il y a des électriciens qui refusent d'installer ça dans les maisons de leurs clients. Évidemment, les électriciens préfèrent vendre leur propre stock fourni par leur propre fournisseur. Et il y en a au Québec qui fournissent des kits comme ça, sauf qu'ils coûtent... Ça, ce kit-là que j'ai avec les panneaux solaires, tout ça, ça coûte à peu près 2500 $. C'est une énorme pile. Ceux qui ne nous regardent pas sur YouTube... 3000 watts, c'est gros comme la génératrice que vous avez vue il y a un instant. Ouais, c'est gros comme, écoute, c'est une glacière, une grosse glacière. Ça pèse d'ailleurs au-dessus de 80 livres. Et ça coûte, mettons, 2500 $. Et souvent, il y a des rabais. Et là, c'était ça l'intérêt, c'est que pendant les Prime Day, ça coûte 1500 au lieu de 2500 $. Et il y a des compagnies qui vendent des systèmes équivalents ici au Québec, mais ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher. Et c'est là où on revient sur, tu sais, trouver l'équilibre entre l'approvisionnement. Est-ce qu'on veut une marque chinoise, une marque d'une compagnie? Blue Yeti, c'était né d'un Kickstarter. C'est une marque qui se veut américaine, mais qui appartient à une entreprise chinoise. On s'en sort pas. Et qui est soldé durant les zones comme les Prime Days d'Amazon, un peu avant les fêtes aussi, tout ça. Mais bref, ça fait un système qui, dans mon cas, si j'ai une panne de courant, me permet d'avoir de l'électricité générée par le soleil ou par des batteries pendant à peu près une dizaine d'heures pour un frigo, un congélateur, un deuxième frigo, au besoin, un chauffe-eau et peut-être même une plainte électrique de chauffage. Parce que le panneau en question, il y a des sorties 30 ampères, 20 ampères, 15 ampères, et tout ça peut être contrôlé manuellement. Je trouve assez séducteur cette option-là plutôt qu'avoir deux choses. La première, c'est les génératrices à gaz. Il y a des pannes de courant souvent dans mon coin. Et à peu près un voisin sur deux a une génératrice à gaz. Et quand il y a une panne de courant la nuit, tu te réveilles à 6 h du matin avec tous les voisins qui font le ta-ta-ta-ta-ta parce que c'est bruyant, ces affaires-là. Ça consomme du gaz, puis ça pue. C'est vraiment désagréable quand il y a une panne de courant d'être dans un quartier où tout le monde a une génératrice au gaz. Surtout quand toi, tu n'as pas de génératrice, puis il fait chaud, ou il fait froid, ou tu n'as pas d'électricité, puis en tout cas. Ça remplace une génératrice au gaz. Je l'ai vécu dans le cas d'un campeur de véhicules récréatifs, mais je peux aussi le dire, ça marche pour une maison, pour un petit groupe d'électroménager critique, un frigo, pour ne pas perdre le contenu, un chauffage spécifique, et 2-3 bidules. Et tu dis, waouh! Et ça coûte, parce que c'est soldé pendant les Prime Days, le même prix qu'une génératrice au gaz de bonne qualité. Je trouve ça intéressant comme concept. Évidemment, il y a des défauts. Oui, c'est ça. Si une génératrice à l'essence, tu rajoutes de l'essence puis tu as de l'autonomie autant que tu veux. C'est ça, exact. C'est pas parfait, on s'entend. Tu sortes de la zone où tu n'as pas d'électricité, que tu charges ton bloc. Heureusement, la recharge est assez rapide. Hein? On parle de moins dans le cas de la génératrice, Blue Yeti en fait une gamme complète, là, AC80, AC180, AC200. Celle qui est le fun, si j'avais à vous suggérer un modèle, c'est un modèle qui s'appelle le AC200L qui vient avec 2048 Wh incluses dans la génératrice. Donc, c'est un seul bidule, à peu près gros comme celle-là, mais avec une batterie dedans. Et elle se recharge à 80% en 45 minutes. Elle aussi peut accepter jusqu'à 4 capteurs solaires pour 1200 watts d'électricité, a des ports USB-A, USB-C de 100 watts. Tout ça se contrôle par une application mobile, par Wi-Fi ou par Bluetooth. Donc, on peut aussi gérer ça à distance. Et il y a plusieurs marques. Là, je parle de Blue Yeti parce que c'est celle que j'ai. Mais il y a une compagnie qui s'appelle Jackery. Il y a EcoFlow qui est bien connu. Il y a Anker aussi qui s'est lancé là-dedans. Donc, il y a beaucoup de marques. Évidemment, la qualité varie d'une marque à l'autre. C'est des produits faits assez rapidement pour être le moins cher possible. Mais si vous cherchez un système, et ça, c'est l'autre partie de ce que je disais tantôt, beaucoup de gens rêvent d'avoir un toit solaire sur leur maison. Mais ça coûte cher. C'est pas super rentable. Il n'y a pas un deal. On peut pas dire je vais mettre des capteurs solaires sur ma maison puis je vais sauver de l'argent sur l'électricité parce que ça prend comme 25 ans à se rentabiliser. Oui, l'électricité au Québec, c'est parce que l'électricité au Québec est vraiment pas chère. Voilà. Et profitons-en, tant mieux. Célébrons ça. Mais une batterie d'appoint, une grosse batterie de quelques milliers de wattheures avec une bonne génératrice de 1000, 1200, 1800 watts de puissance, avec 4-5 prises de courant dedans,
Je trouve que c'est un excellent compromis pour ce genre de situation où on tombe en panne puis on veut du courant pareil. Pour tout le reste, on a déjà l'électricité renouvelable et tout le kit là, au Québec qui fait qu'on a moins de soucis. Mais ailleurs dans le monde, si vous parlez de ces choses-là, il y a un gros mouvement survivaliste de gens qui se disent si la fin du monde arrive, si la catastrophe atomique ou appelez-la comme vous voulez, survient, j'aurai mon électricité dans mon sous-sol avec mes batteries. Donc, il y a une grosse demande pour ces appareils-là ailleurs dans le monde pour plein d'autres raisons. Il y a des gens qui font le plein d'électricité quand c'est pas cher la nuit, puis qu'après ça, ils l'utilisent le jour pour sauver de l'argent parce que c'est de la tarification dynamique. On a moins ces soucis-là chez nous. Bref, voilà, c'était la Blue Yeti AC300 ou AC200 dans mon cas. Oui, puis j'en ai d'autres. J'ai fait un billet là-dessus sur mon site sur pascalforget.com. Voilà. Alain, je te remercie infiniment. Merci à toi, Pascal. Merci à nos partenaires, TELUS, Plan Hub, Planet Hoster. Jetez un coup d'œil sur le lien dans la description de notre podcast. On a un lien vers Planet Hoster. Très, très bon rabais. Si vous avez besoin d'hébergement pour votre site web, n'hésitez pas. Cogeco Média, merci pour la mise en onde, la diffusion du podcast partout. Ça permet d'avoir des statistiques sur nos podcasts, des vrais auditeurs, des vraies personnes qui nous écoutent. On vous aime. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse. pascalforget.com. N'hésitez pas à lire. On a parlé, entre autres, des... La trottinette, la génératrice, ton Meshtastic. Ouais. Meshtastic, j'en ai parlé dans mon billet, dans mon site aussi. Voilà. Merci. Merci Pascal. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On revient la semaine prochaine. L'été achève, notre saison 10 prend fin bientôt aussi. Manquez pas ça. Sinon, abonnez-vous, écoutez toutes les nombreuses archives. Il y a de quoi avoir bien du fun. Nous, on prend une courte pause de quelques jours et on revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. Salut tout le monde! Salut, ici Maxime du balado Planète Basket. 2 fois par mois, je vous propose un survol de l'actualité mondiale entourant le ballon orange avec les artisans du milieu et mes pertinents collaborateurs. Planète Basket, disponible sur l'application et dans les sections balado des sites web de vos stations Cogeco Média.